avons notre deuxième table ronde de ce matin, intitulée Droit d'auteur, propriété intellectuelle autochtone, le point de vue juridique, animé par Doris Farget. Nous irons jusqu'à 12h15, à peu près, là, pour s'en tenir à notre horaire. Doris? Merci Robert. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette table ronde est présent Georges Azaria, Elisabeth Patterson et Constantia Kutuki. Alors, je vais commencer par les présenter, leur donner 15 minutes de parole à chacun et puis s'en suivra une période de questions. Alors, Georges Azaria, qui sera notre premier intervenant, est directeur de l'école d'art de l'Université Laval et avant ça a été pendant 16 ans professeur de propriété intellectuelle et de méthodologie à la faculté de droit de l'Université Laval. Elisabeth Patterson est avocate et associée au cabinet Dion Schultz, qui travaille à Montréal sur des dossiers en lien avec les gouvernements et les nations autochtones et les communautés autochtones, donc sur un large éventail de sujets en lien avec le droit autochtone. Et Constantia Kutuki est professeure à la faculté de droit de l'Université de Montréal et elle est également directrice de l'Institut Nomomente. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Georges Azaria pour sa présentation intitulée « Les écueils de la protection du droit d'auteur ». Merci beaucoup et merci pour cette invitation. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous. Alors oui, je vais parler des écueils de la protection du droit d'auteur et ensemble, on va regarder enfin comment le droit d'auteur a été pensé pour d'autres types de créateurs que les gens issus des communautés autochtones. Donc, il y aurait dans le droit d'auteur une forme de construction sociologique et juridique qui serait étrangère donc aux créations qui nous intéressent aujourd'hui. Donc, ça va être le point de vue du droit d'auteur et plus particulièrement, j'ai souligné quelques éléments de cette citation qui est en exergue donc au début de votre programme. Ce qui va m'intéresser donc dans les 15 prochaines minutes, c'est de parler en fait du droit de conserver. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un droit de conserver et de protéger? Donc, je vais mettre l'accent sur la protection. Donc, est-ce que ça existe, ce droit de protection, en tout cas dans le droit d'auteur canadien notamment, en m'attardant notamment aux productions passées, donc manifestations passées, ce qui, en principe, ne serait plus protégé par le droit d'auteur. On le verra dans un instant parce que ça serait dans le domaine public. Qu'est-ce qu'on fait donc avec ces œuvres du passé? Les créations présentes aussi, on s'arrêtera là-dessus. Et j'ai été un peu inspiré parce que j'ai entendu hier, j'ai rajouté quelques diapositives pour parler de certaines créations présentes et voir dans quelle mesure il peut y avoir de l'appropriation de ces création-là. Et on atterrit en fait dans le domaine de création qui est celui que j'ai souligné également, donc artisanat, dessin, modèle, art visuel, littérature, création de spectacles, etc. Donc, c'est le cadre général de cette présentation avec comme sous-question d'abord celle de savoir si les moyens qu'on s'est donnés au Canada pour protéger ce type de création-là sont des moyens qui fonctionnent. Est-ce qu'ils sont illusoires? Et est-ce que ce droit-là dont on parle donc, dans cette déclaration de l'ONU n'est pas, au fond, un droit intéressant sur papier, mais qui, dans le réel, a très peu de résonance? Alors, dans les enjeux, trois essentiellement. D'abord, cette idée sous-jacente également donc, à la présentation que le droit a été pensé par et pour la culture dominante, en tout cas le droit d'auteur. C'est une démonstration que je pense qu'on peut assez facilement faire, en fait, qui n'est pas parfaite, mais certainement on peut soutenir cette hypothèse-là sans trop de difficulté. On verra pourquoi tout à l'heure. Donc, le droit comme construction d'une certaine catégorie de créateurs. Enfin, le droit d'auteur, mais vous me direz, puis il y a des domaines de spécialisation qui sont les vôtres, où vous pouvez me dire que c'est vrai aussi dans d'autres secteurs. Avec aussi l'idée que la propriété n'a pas la même signification et qu'il y a certainement beaucoup de choses à dire autour de l'enjeu individuel, collectif, donc des droits peut-être pensés en fonction d'individus et non pensés en vertu ou en fonction d'une collectivité. Donc, le droit dans son état actuel, le droit d'auteur, n'est peut-être pas le bon véhicule, en tout cas présentement. Évidemment, on peut faire des représentations et vouloir changer les choses, mais n'est peut-être pas le bon véhicule actuel donc pour protéger la culture autochtone traditionnelle. On va faire ça en trois temps, donc quelques mots sur la propriété et je vais
très rapidement vous expliquer ce qu'est le droit d'auteur. Évidemment, ce n'est pas un cours de 40 heures sur le droit d'auteur qu'on va se donner, mais vraiment quelques notions importantes. On parlera ensuite d'appropriation parce que c'est le thème du colloque. Et ensuite, on finira avec quelques réponses qui sont données. Et là, on ira du côté de l'Afrique. Et on entendait hier qu'il y a peut-être des problèmes similaires, évidemment, qui se posent dans d'autres pays autour des mêmes questions. Donc, on verra comment, on aura 2 exemples qu'on verra rapidement sur comment, en Afrique, on a à la fois compris et tenté de résoudre ce problème-là. Alors, d'abord, la propriété. Et là, je vous présente Beaumarchais. Alors, pourquoi Beaumarchais? Parce que Beaumarchais est excessivement emblématique des revendications du droit d'auteur. C'est une des figures types lorsqu'on parle de droit d'auteur, lorsqu'on parle de l'histoire du droit d'auteur. On en finit toujours par parler de Beaumarchais parce que, donc, on est au 18e siècle, c'est l'époque notamment du Barbier de Séville, et Beaumarchais qui dit, écoutez, ce spectacle-là, il fonctionne, les gens vont au théâtre, il y a de l'argent qui se fait, et moi, l'auteur, je ne reçois rien. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette équation-là. Et c'est à partir de là, évidemment, on avait commencé quelques centaines d'années avant à Venise en réfléchissant aussi à ces questions-là, mais certainement pour l'Europe continentale, c'est là qu'on se dit, bien, effectivement, peut-être que l'auteur, la personne de l'auteur, pourrait avoir des droits sur la création, donc qui va sortir donc de ses mains, de son esprit, etc. Et à cette époque-là, donc on est au 18e, un siècle que vous connaissez bien, où on va tranquillement transférer plusieurs formes de pouvoir, en tout cas symboliques certainement, à l'individu. Et c'est Corneille, d'ailleurs, qui a dit le génie, c'est moi, c'est pas les dieux, c'est pas le roi, c'est pas Dieu, donc c'est pas la cité, c'est pas la société. Je suis moi, Corneille, génial. Et donc c'est autour de ça qu'on aura des droits qui seront pensés en fonction de l'individu et tous les droits et libertés de la personne qui vont naître au 18e siècle sont des droits donc qui consacrent cette idée qui était très forte en philosophie que l'être humain est au centre du monde, à peu près. En tout cas, certainement dans l'Europe occidentale. Et c'est important de souligner puisque ça fait partie de cette démonstration que j'essaie de faire. Donc, on a un droit de propriété qui sera donné à la personne de l'auteur et tranquillement, c'est comme ça que le droit d'auteur va arriver. C'est la personne de l'auteur qui sera propriétaire des droits sur son œuvre. Donc, et ces droits de propriété-là lui donneront le pouvoir d'autoriser des actes de reproduction, de communication, d'adaptation, etc. Donc, la personne qui est au centre de ce droit-là, et les déclarations de droit du 18e commencent généralement par « toute personne a » et non « tout peuple a droit à ». Donc, on comprend bien qu'il y a quelque chose qui est tout à fait dans l'époque, si on veut, qui a vu naître, en fait, qui est en phase avec ce qui se discutait à l'époque. Alors, de ce fondement vont naître quelques principes. Et c'est là que j'y vais rapidement sur des principes de droit d'auteur. D'abord, le principe de l'auteur. Alors, l'auteur, c'est qui? C'est une personne identifiable. On sait qui est l'auteur. Il peut y avoir plus qu'un auteur. On peut être face à des œuvres de collaboration, mais à chaque fois, on saura qui sont les collaborateurs, collaboratrices. Donc, il y aura plusieurs personnes. On va pouvoir dire c'est toi, c'est toi, c'est toi et c'est toi qui, ensemble, avez fait cette œuvre-là. Et l'œuvre de collaboration est un tout formé de plusieurs parties identifiables et non une espèce de tout anonyme. Et ça, c'est une notion qui sera importante pour nous dans un instant. Qu'est-ce qu'une œuvre? Une œuvre se caractérise par son originalité. Et très souvent, ce qu'on va dire, c'est que l'œuvre, en tout cas au Canada, notre définition, c'est de dire que l'œuvre exprime le talent et le jugement d'une personne. En France, on va dire que l'œuvre, c'est l'empreinte de la personnalité de l'auteur, que c'est le prolongement de la personne. Donc, on est toujours autour, lorsqu'on définit l'œuvre, de cette idée de personne qui est en train de créer une œuvre. Et autre notion importante en droit d'auteur, et c'est vrai de tous les systèmes de droit d'auteur, et ça a été pensé d'ailleurs dès les Romains qui réfléchissaient à des formes de propriété qu'on pourrait donner aux œuvres, c'est qu'on va dissocier l'idée et l'expression de l'idée. Pour le droit d'auteur, il n'y a pas de droit donc sur une idée. Les idées appartiennent à tout le monde. Les idées sont de libre parcours. Les idées sont libres comme l'air. Et donc, on ne peut pas dire « cette idée est à moi ». Et ça, c'est important aussi lorsque, on verra dans un instant, il est question donc de symboles qui sont importants pour certaines communautés. Donc, ce qui intéresse le droit d'auteur, c'est l'expression de l'idée. Comment est-ce que vous avez réussi à prendre cette idée qui appartient à tout le monde et à faire une œuvre avec cette idée-là? C'est l'œuvre que vous aurez créée qui sera protégée et non pas l'idée qui est derrière. Droit moral peut être intéressant aussi pour nous parce que c'est le droit qui permet qu'on sache qui sont les auteurs de l'œuvre, mais encore là, ce sont les auteurs individuels. Chaque auteur a le droit de savoir
qu'il a droit à ce qu'on sache, c'est-à-dire qu'il a contribué à la création de l'œuvre. Et le droit moral va aussi permettre qu'on s'oppose, donc on empêche les déformations de l'œuvre ou les modifications de l'œuvre. Et ça a peut-être une résonance éventuellement, donc dans les cas d'appropriation. Le droit moral est peut-être un élément qui pourra nous aider tout à l'heure. Autre aspect important du droit d'auteur, et comme je vous dis, là, je brosse un tableau très rapide de notions qui sont, je le concède, beaucoup plus complexes, c'est que le droit d'auteur a une durée. Alors, c'est une forme étrange de propriété, parce que c'est une forme de propriété qui s'éteint dans le temps. Au Canada, la durée est 50 ans après le décès de l'auteur, ou en tout cas du dernier co-auteur survivant, si c'est une œuvre de collaboration. La durée est de 70 ans dans la majorité des pays ailleurs au monde, et certainement en Europe, mais elle est de 50 ans au Canada. Donc, 50 ans après la mort de l'auteur, l'œuvre n'appartient plus à personne. L'œuvre est dans le domaine public, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de propriété attachée à l'œuvre. C'est évidemment une notion qui sera importante pour nous dans un instant. Et dernier élément, la gestion collective qui s'est beaucoup développée, surtout au Canada, mais ailleurs dans le monde, à partir du moment où on a eu des façons, je dirais, plus industrielles de distribuer la musique, quand la radio est arrivée, quand les disques se sont imprimés en série, etc. Les auteurs se sont réunis autour de sociétés de gestion collective pour qu'on puisse ensemble gérer leurs droits. Alors, la gestion collective est aussi un instrument qui peut éventuellement faire partie de notre réflexion, mais la gestion collective, c'est quand même des auteurs individuels qui sont membres de cette société-là, et la société va gérer leurs droits. Donc, c'est une forme collective, mais qui est d'abord rattachée à des personnes qui vont devenir membres de ces sociétés-là. Et donc, les artistes autochtones peuvent ou non entrer dans ce régime-là. Et c'est ça qui est intéressant, et on va diviser pour la suite des choses des œuvres qui peuvent faire partie d'une culture traditionnelle et des œuvres d'artistes autochtones d'aujourd'hui qui elles, ont la même protection, comme on le verra, que les auteurs, n'importe quel autre auteur canadien. Donc, voici... pas pris au hasard, mais disons presque un totem qui est installé à Stanley Park, donc à Vancouver. Et pourquoi ce totem-là, en supposant que les auteurs de ce totem-là sont décédés depuis longtemps, et là c'est une supposition que je fais sans trop avoir vérifié, mais en supposant ça, pourquoi est-ce que ce totem-là ne pourrait pas être protégé par le droit d'auteur? D'abord parce qu'on ne sait pas c'est qui l'auteur, en supposant qu'on ne sache pas qui est l'auteur, anonyme, inconnu, etc. Enfin, prenons ça pour acquis pour les fins de la discussion. C'est une œuvre originale, oui. On pourrait tout à fait dire qu'à l'époque où elle a été créée, elle était originale. Il y a suffisamment de talent et de jugement pour en faire une œuvre originale. Mais cela dit, il n'y a pas de droit sur l'idée de faire un totem. N'importe qui peut faire un totem, en fonction du droit d'auteur, en tout cas, sans qu'on puisse dire « Hey, c'est que ma communauté, c'est que moi qui peux autoriser le fait qu'on fabrique des totems. » Si le totem ressemble à un totem qui est déjà fait, là, c'est un autre problème, parce que là, c'est l'expression de l'idée qui serait identique. Mais l'idée même de faire un totem appartient à tout le monde, comme idée générale, comme concept de création. Au niveau du droit moral, on a peut-être aussi une difficulté. Est-ce que les auteurs veulent ici s'identifier à l'œuvre? Et surtout, le droit moral, comme je le disais tout à l'heure, c'est associer des personnes, des individus particuliers à une œuvre. Et ici, si on a une œuvre qui est plus anonyme, on a de la difficulté donc à pouvoir faire ça. L'aspect du droit moral qui peut être intéressant, c'est celui de la déformation. On pourrait trouver des façons de dire que, dans la mesure où le totem sera encore protégé, qu'il porte atteinte, même si on ne sait pas exactement qui sont les auteurs, si on le mutile, si on le détruit, si on le déforme, si on l'associe avec des produits, des services, des causes, etc., sans l'autorisation des auteurs, qu'on est en train de porter atteinte au droit moral d'une communauté. C'est un argument qui n'a jamais été trop avancé, mais que je pense qu'il serait certainement intéressant à creuser. Et ensuite, ce qui fait... dans ce cas-ci, que le totem n'est probablement pas protégé par le droit d'auteur, donc même le droit moral ne s'appliquerait pas, c'est qu'on peut supposer que le dernier co-auteur de ce totem est décédé depuis plus que 50 ans. Enfin, si tel est le cas, et c'est pour des fins d'exemple qu'on prend cette image-là, ben, il n'y aurait de toute façon pas de droit d'auteur. Et vraiment, le droit d'auteur ne s'applique plus. C'est-à-dire, vous prenez la loi et vous la mettez de côté parce qu'elle ne sera plus utile pour poursuivre la discussion. En tout cas, la loi telle qu'elle est rédigée aujourd'hui. Donc, on a le totem d'un côté, en supposant ici qu'il est dans le domaine public, et je vous ai mis ici Norval Morisseau, décédé donc en 2007, qui serait, c'est drôle parce qu'on en parlait tout à l'heure, qui serait protégé par le droit d'auteur, mais
au même titre que n'importe quel autre auteur canadien. Il n'y aurait ni plus ni moins de droits, il n'y a ni plus ni moins de droits sur ses œuvres que sur les œuvres de n'importe quel autre auteur canadien qui, aujourd'hui, crée des œuvres. Et jusqu'à 50 ans après son décès, les droits sur ses œuvres seront protégés. Et donc, si son œuvre est protégée, c'est en raison de la personne de Morisseau, et non parce que Morisseau est membre d'une communauté autochtone, la communauté Ojibwe en l'occurrence. C'est pour cette raison-là. Donc, dissociation entre l'auteur et sa communauté. Alors, il me reste un peu de temps pour aborder la question de l'appropriation. Je vous ai mis le classique de l'appropriation en art, qui est une reprise ou un détournement de la Joconde par Marcel Duchamp. La question de l'appropriation en art, elle est centrale. C'est la question, donc, pour en tout cas plusieurs créateurs, de prendre des œuvres comme des matériaux et de les transformer. Et pour beaucoup d'artistes actuels, tout ce qui existe, que ce soit des œuvres, que ce soit des propos politiques, que ce soit des images, peu importe, ne sont que des matériaux, au même titre que de la peinture, au même titre qu'un stylo, au même titre qu'une guitare, pour faire d'autres œuvres. Et à partir de là, la propriété ne devrait pas exister. Enfin, il y a un courant artistique très fort qui prône ça, au nom du critique, de la critique, des commentaires, etc. Donc, l'œuvre de Duchamp, elle est, je dirais, symptomatique de ça, parce qu'on la situe en général comme étant à peu près la première, donc elle a été faite il y a près d'une centaine d'années, première œuvre d'appropriation, parce que Duchamp, donc, va mettre, comme vous le voyez, une petite moustache et une barbe sur la Joconde pour tenter de la détourner. Alors, ce qui fait que c'est possible, c'est parce que, d'une part, dans ce cas-ci, l'œuvre de Vinci est dans le domaine public, donc on ne se pose pas la question, mais si par hypothèse on se la pose, l'atteinte au droit serait à Léonard de Vinci et non à une communauté quelconque. C'est-à-dire, il n'y a rien d'identitaire pour le droit d'auteur à dire en faisant ça, il porte atteinte à l'histoire de l'art, il porte atteinte à un peuple ou quoi que ce soit. Ce n'est pas une question que va se poser le droit d'auteur. Et là, je vous montre une autre image rapidement d'un procès d'appropriation qui est assez fameux en art où Jeff Koons a été condamné parce que là, on a trouvé qu'il s'appropriait trop une photographie. Jeff Koons, c'est la sculpture à gauche, et il reprend une photo de Art Rogers que vous voyez sur la droite, et selon le juge, évidemment, un autre juge aurait pu décider autre chose, mais il y a trop d'éléments semblables, il n'y a pas assez d'originalité, et ça, c'est une appropriation condamnable. Et c'est un des débats les plus intéressants. C'est une cause américaine, donc qui date un peu, mais qui quand même est importante dans notre discussion. C'est une cause importante et surtout, c'est une zone très grise. Au Canada, on est encore dans un grand gris pour savoir jusqu'à où on peut s'approprier le travail de quelqu'un. Il faut qu'on a un droit de citation, évidemment, comme on a toujours eu. On peut citer un texte lorsqu'on en écrit un autre. On met les guillemets, on met la source, ça va. Mais ça veut dire quoi la citation en art visuel? Ça veut dire quoi la citation en musique? Tout ça, c'est un vaste domaine qui est un peu balisé. On pourrait y revenir tout à l'heure, mais très, très peu. Et donc, on en arrive à cette coiffe. Et la coiffe, donc... La coiffe autochtone fait partie de ces symboles, et c'est dans l'actualité depuis quelques années, qui sont contestés parfois lorsqu'on les reprend. Et de la même façon qu'on va contester des reprises d'œuvres dans de la musique, ou lorsque des entreprises vont reprendre des motifs sur leurs vêtements. On parlait hier de la bouteille de gin Ungava, etc. Donc, c'est là où il y a un problème. Et comme je vous dis, je résume donc cette partie sur l'appropriation ainsi. Le droit d'auteur n'est pas utile, n'est pas utile dans la mesure où l'auteur va être décédé depuis plus que 50 ans, ce qui va être le cas d'une culture plus traditionnelle, et le droit d'auteur ne protège pas les idées. Et il y a quelques réponses. Je passe vite sur les réponses, mais il y a un accord de Bangui qui existe, c'est en Afrique, où on va définir ce que nous, on appelle production culturelle autochtone par folklore. Il ne faut pas s'offusquer de ce langage-là. Et là, on va dire qu'on peut protéger certains éléments de folklore. Donc, il y a, dans l'accord de Bangui, sur lequel je pourrais revenir tout à l'heure parce que le temps passe, certaines pistes intéressantes, notamment à l'article 73, où on va interdire les dénaturations d'œuvres. Donc, peut-être que reprendre une œuvre, c'est la dénaturer. On a une loi marocaine aussi qui fait un peu la même chose et qui va instituer un bureau du droit d'auteur qui sera l'espèce d'office qui va gérer les cas d'appropriation. Donc, je l'ai souligné ici, mais on pourrait donc, en vertu de cette loi-là, être poursuivi parce qu'on utilise une œuvre de folklore. Donc, je conclus rapidement, et je pense que la discussion peut un peu aller sur ce terrain-là, en disant, au fond, il y a deux choses. Il y a le droit, il y a la régulation juridique
qui fonctionne, enfin, en ce qui concerne le droit d'auteur, qui fonctionne à peu près pas pour des cultures traditionnelles autochtones. Et on sait que le droit sur papier parfois est intéressant, mais dans les faits, il ne l'est pas. Et on a une toute autre forme de régulation sociale. Et on l'a vu hier, les cas où on s'est plaint d'utilisation d'œuvres qui étaient dans le domaine public autochtone, ce n'est pas le droit qui a fait bouger les choses, ce sont des pressions sociales, ce sont les médias, ce sont des communautés qui s'organisent, etc. Et parfois, la régulation sociale, en fait, c'est une large question de sociologie juridique, mais parfois, la régulation sociale est plus importante et plus efficace que la régulation juridique. Voilà, je vous laisse là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Azaria. Je passe tout de suite la parole à Elisabeth Patterson pour sa présentation intitulée « Les défis de la protection de la culture autochtone en droit canadien et certaines pistes de solutions ». Merci beaucoup. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Le thème est très large, donc je vais tenter dans les 15 minutes d'apporter une vision peut-être plus pratico-pratique, parce qu'en fait, moi, je travaille donc dans un bureau d'avocats, on représente des communautés autochtones, donc c'est davantage le côté collectif. On représente les gouvernements, donc les conseils de bande, souvent des aînés aussi, des groupes d'aînés qui souhaitent protéger souvent le savoir traditionnel. Donc c'est moins une perspective individuelle, mais plus collective. Il n'y a pas de définition du savoir traditionnel autochtone. C'est sûr que je pense qu'il pourrait en avoir plusieurs, mais il y a certaines conventions internationales ou plutôt des instruments internationaux qui ont tenté de donner une définition, parce que ça peut quand même aider, surtout dans un contexte où on souhaite le protéger. Donc, il faut qu'il y ait des mécanismes quand même assez concrets. C'est important d'avoir une définition. Donc, je vais la lire. Souvent, donc, on parle de connaissances, mais aussi de pratiques des communautés autochtones. Il y a l'aspect que c'est transmis de façon orale, généralement. En tout cas, c'est sûr que historiquement, c'était le cas. Et de génération en génération. Donc, le savoir peut se transformer et se transforme, mais disons quelque chose qui serait très, très récent et qui ne serait pas issu de certains savoirs plus traditionnels, ne serait généralement pas considéré comme du savoir traditionnel autochtone. C'est sûr qu'il y a donc beaucoup d'exemples d'appropriation, on en a parlé. Et là, je pense l'exemple des capteurs de rêve en est un. Il y a un savoir, évidemment, comment le faire, toute la spiritualité, les histoires, toutes les techniques en fait, qui sont utilisées pour créer, par exemple, un capteur de rêve, et qu'on peut en trouver apparemment 80%, vous disiez, par exemple dans les boutiques dans le Vieux-Montréal, qui sont finalement faites en Chine. C'est sûr que ça, c'est un exemple assez frappant. Donc, je vais tenter de donner certaines solutions. Je pense qu'au niveau du droit d'auteur, Georges l'a bien expliqué, il y a beaucoup de défis. Au niveau des brevets aussi, en tout cas, les mécanismes en matière de propriété intellectuelle de droit canadien sont généralement peu adaptés. Donc, je vais proposer certaines solutions à ce niveau-là, mais d'un point de vue pratique. Un autre exemple, puis ça a rapport avec le droit d'auteur, il y a eu tout un conflit qui n'est pas résolu par rapport à un professeur de l'Université du Nouveau-Brunswick qui avait enregistré des aînés malécites dans les années 70 et finalement lui avait le droit d'auteur parce que malgré le fait que les histoires et même les paroles finalement ça venait des aînés, c'était vraiment l'expression donc et la fixation finalement de ces paroles-là sur les enregistrements, et donc c'est le professeur de l'université qui avait le droit d'auteur, et récemment, en fait, il ne souhaitait pas transférer le droit d'auteur. En tout cas, c'est une longue histoire, mais ça, c'est un autre exemple finalement d'appropriation
et où on peut voir que le droit n'était pas du bord finalement des personnes à qui ça appartenait. Je pense que n'importe qui, d'un point de vue peut-être plus intuitif, se dirait que ça appartenait aux aînés. Or, du côté juridique, dans la loi, ça appartenait aux professeurs de l'université qui ne souhaitaient pas transférer son droit d'auteur aux communautés. Bon, ça c'est quelques exemples. Donc, je vais parler un petit peu du droit canadien, très rapidement. Un peu du concept de droits ancestraux. Vous êtes peut-être au courant, là, donc, que les peuples autochtones ont des droits ancestraux protégés par la Constitution canadienne. Et à quel point est-ce que, finalement, ça serait une solution pour protéger la culture ou les cultures autochtones et le savoir autochtone. Très, très brièvement, le contexte international, parce qu'il y a en fait beaucoup plus de choses qui se font au niveau international et dans d'autres pays qu'au Canada. Donc, on est vraiment au bas de l'échelle, au niveau de la protection du savoir traditionnel. Georges a donné quelques exemples. Bon, c'est dans le contexte de folklore, mais c'est des concepts très similaires. Au Canada, finalement, on a vraiment presque rien ou rien par rapport à la protection du savoir traditionnel. Et ensuite, quelques solutions plus, je dirais, pratiques plutôt que dans la loi en tant que telle. Donc, généralement, quand on parle de propriété intellectuelle, ça inclut les droits d'auteur, les brevets, les marques de commerce ou marques de certification, et ensuite d'autres choses un peu moins connues, appellation d'origine, dessin industriel. Je vais passer rapidement. Et même pour le droit d'auteur, je vais pouvoir sauter, je pense, cette diapo, puisque je pense, oui, Georges a pas mal abordé la question. Par rapport au brevet, il y a plusieurs obstacles au niveau du brevet. On pourrait penser que si on pense à, admettons, un kayak, bon, qui est une création inuit, est-ce qu'on ne pourrait pas finalement protéger le kayak avec un brevet? Mais en fait, il y a des obstacles là-dessus parce qu'il faut que ça soit nouveau. Or, évidemment, ça fait plusieurs années que le kayak est inventé, donc il n'y aurait pas cette possibilité-là. C'est le cas pour, un peu par définition, un savoir traditionnel, c'est souvent pas nouveau, donc il y a cet obstacle-là. C'est aussi une protection qui est de courte durée, seulement 20 ans. Donc souvent, comme moi j'ai eu à travailler avec des aînés qui ne pouvaient pas imaginer que bon, il y aurait de la protection pendant 20 ans, puis après c'est fini, n'importe qui peut l'utiliser. Donc il y a juste intrinsèquement, il y a un problème de conception. Bon, évidemment, c'est une procédure aussi très coûteuse, donc ça peut être un problème. Au niveau des marques de commerce, ça peut être intéressant et en fait, il y a beaucoup de communautés qui commencent en fait à utiliser les marques de commerce ou les marques officielles pour protéger leur culture ou l'appropriation finalement de noms ou de logos autochtones. Donc là, je donne deux exemples. L'Assemblée des Premières Nations a son logo qui est enregistré comme marque de commerce. Et la marque officielle, ça offre une protection plus large pour les gouvernements. Donc, certaines communautés qui auraient peur qu'on utilise finalement le logo de leur communauté ou le nom de leur communauté, c'est une façon quand même de protéger. Si on pense il y a quand même pas mal de produits qui vont utiliser des noms autochtones, disons Innu, Abénaki, différentes communautés. C'est pas infaillible comme protection, mais ça peut être une façon de marquer un peu le territoire aussi pour faire prendre conscience finalement que pas n'importe qui peut utiliser le nom à leur propre fin. Les marques de certification, ça c'est quelque chose qui, je pense, pourrait être utilisé beaucoup plus. Notamment pour l'artisanat. Et puis, je ne sais pas si c'est quelque chose que peut-être vous avez regardé. Finalement, une marque de certification, c'est différent d'une marque de commerce. C'est en fait un tiers qui enregistre la marque de certification, qui ne va pas l'utiliser lui-même, mais qui va garantir que d'autres correspondent ou respectent finalement les conditions de la marque. Donc, si on prend le logo que j'ai mis là, qui est une marque de certification, ça, c'est pour les chandails Cowichan.
Donc, la laine, c'est ça, dans l'Ouest, en Colombie-Britannique. Il y a eu d'ailleurs pendant les Jeux Olympiques, il y avait eu une histoire avec ça. Mais donc, personne pourrait dire que leur ait utilisé cette certification-là pour dire que leurs chandails sont faits, et c'est de type Coachin, sans que finalement ils aient été approuvés par le conseil de bande des Coachin. Donc, on pourrait imaginer que, par exemple, pour les capteurs de rêve, qui sont originellement des Ojibwe, qu'ils pourraient avoir une marque de certification qui dirait ça, c'est un capteur de rêve qui est vraiment authentique, et il y aurait une entité qui serait à qui la marque appartiendrait et qui pourrait garantir. Et donc, les touristes, quand ils viennent acheter, ils voient celui qui est 3 fois ou 10 fois moins cher peut-être, et l'autre qui a vraiment la marque de certification. Et c'est sûr que ça ne toucherait peut-être pas tout le monde, et ça n'empêcherait pas la vente de ceux qui ne sont pas chers, mais pour les touristes qui sont avertis, qui souhaitent finalement payer plus, ça serait une possibilité. Je pense qu'il y aurait une possibilité, puis je pense qu'il y a peut-être certains efforts de ce côté-là, mais par exemple pour Tourisme Autochtone Québec, là, de créer une marque de certification pour des opérateurs, disons, d'écotourisme, qui vont certifier finalement que telle ou telle personne qui propose des tours en traîneau avec saveurs autochtones, etc., est-ce que c'est réellement un opérateur qui est autochtone? Après, il faut voir c'est quoi la définition, là, mais est-ce que c'est être autochtone ou est-ce que c'est d'avoir une participation autochtone ou quoi? Mais, 5 minutes. Donc, ça, c'est les marques de certification qui sont une possibilité. Je vais sauter les appellations. Par rapport aux droits ancestraux, donc ça, c'est l'article 35 de la Constitution, c'est une avenue qui pourrait être intéressante, mais c'est tout de même, et je pense que ça pourrait se faire, mais c'est quand même très complexe et dispendieux de prouver finalement le droit ancestral. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est rapide et facile. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas nécessairement privilégier cette avenue, mais dans certains cas, notamment par rapport, je vous donnerai l'exemple de médecine traditionnelle et la loi sur la médecine québécoise, donc, qui interdit des actes, finalement, pour des guérisseurs traditionnels de pratiquer la médecine. Il y aurait, à mon avis, une possibilité d'avoir un recours qui pourrait être si bien préparé, là, qui pourrait avoir du succès. Donc, au niveau international, il y a vraiment beaucoup d'instruments. Finalement, la Convention sur la biodiversité de l'ONU, protocole de Nagoya que le Canada n'a pas ratifié, évidemment la déclaration. Mais donc, il y a plusieurs instruments qui sont intéressants et qui pourraient être utilisés davantage et que le Canada n'a pas nécessairement ratifié. Par rapport à d'autres solutions, en ce moment, il y a quand même un certain dynamisme, je dirais, du côté du fédéral à ce niveau-là. Donc, le fédéral, le gouvernement Trudeau a promis finalement de mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Je pense que ça serait l'occasion d'essayer de pousser finalement pour mettre en œuvre, notamment ou au niveau des lois. Donc, la loi sur le droit d'auteur est en réforme actuellement. Donc, ça serait une option, ou de créer finalement une loi distincte qui reconnaîtrait, qui protégerait le savoir traditionnel. Il faudrait voir quelle forme elle prendrait exactement. Mais il y a énormément de pays qui l'ont fait. En Amérique latine, beaucoup. Il y a vraiment plusieurs pays qui l'ont fait. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est impossible. C'est sûr qu'il faut sortir un petit peu de son cadre brevet, propriété intellectuelle canadien, mais il y a une façon finalement de créer une loi qui serait flexible et qui serait ce qu'on appelle en droit sui generis, donc vraiment spécifique pour protéger la culture et les savoirs autochtones. Et il y a l'option de la loi sur les langues autochtones qui est censée être créée. En tout cas, on va voir concrètement de quoi elle aura l'air, mais il me semble qu'il y aurait un effort à faire à ce niveau-là, d'essayer d'élargir cette possibilité-là pour davantage protéger comme d'autres pays l'ont fait.
Moi, dans ma pratique, en fait, ce que je recommande, bon, vu le paysage législatif actuel qui est inadéquat, finalement, c'est d'utiliser certains des outils de propriété intellectuelle, notamment la marque de certification, mais aussi finalement d'essayer de contrôler l'utilisation et le transfert du savoir traditionnel. En ayant des protocoles, donc des communautés elles-mêmes adoptent un protocole et disent, dans notre communauté, finalement, on souhaite que ça vienne finalement du droit coutumier de notre communauté, que les connaissances sont transférées de telle ou telle façon. Il faut respecter ces normes-là internes et aussi par le biais d'ententes. Donc, qui finalement, ce qu'on dit, bon, je donnais l'exemple de la recherche, parce que, puis, bon, je présume qu'il y a pas mal d'universitaires dans la salle, les organismes fédéraux donc, qui financent la recherche respectent tout à fait, ou en tout cas exigent que les chercheurs obtiennent le consentement de ceux qui transfèrent le savoir, mais aussi des autorités traditionnelles ou moins traditionnelles, là, pour finalement s'assurer que l'aspect collectif du savoir est protégé. Et donc, ce n'est pas juste à une personne qui peut décider de transmettre le savoir et que ça soit utilisé d'une façon qui n'est peut-être pas celle que la collectivité le souhaite. Donc, c'est important, évidemment, de respecter ces normes-là. Et c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'en fait, beaucoup du transfert de connaissances se fait par le biais de la recherche, notamment dans le domaine médical. Et ensuite, ça va peut-être être transféré davantage, mais ça commence par la recherche universitaire. Donc, c'est bien que les organismes qui financent la recherche respectent le droit des communautés, finalement, de décider comment ça va être utilisé. Et donc, dans les ententes, évidemment, on parle du consentement de l'individu, mais aussi de la collectivité et d'avoir des mécanismes davantage collectifs pour décider de comment l'information va être utilisée, que ce soit à des fins commerciales ou pas commerciales, par exemple. Et souvent, les aînés sont contre, que ça soit utilisé commercialement, qu'il y ait des bénéfices qui reviennent aux communautés, qu'il y ait certaines règles, certaines normes, si certaines choses sont davantage sacrées, finalement, et que ça ne doit pas être transféré à certaines personnes. Et donc, on met tout ça par écrit. Parce que l'écrit, c'est comment notre société est régie, pour s'assurer que ça soit respecté. Parce que parfois, on travaille avec plus la confiance, mais dans nos sociétés, l'écrit est utile et parfois les poursuites peuvent l'être aussi. Ça peut encourager certaines personnes à respecter la parole donnée. Donc ça, c'est une solution finalement à court terme. Une solution plus à long terme, ça serait, à mon avis, des changements législatifs et j'espère que ça pourra être fait quand même dans un avenir assez proche, finalement, pour que le Canada respecte davantage la protection de la culture, comme d'autres pays l'ont fait. Merci. Merci beaucoup. Alors, la dernière présentation de notre table ronde sera par Constancia Kutuki et va porter sur le thème les connaissances traditionnelles des Autochtones, la fondation d'une économie durable pour les peuples autochtones. Je lui cède la parole. Merci. Ça marche-tu? Oui. Pas de problème. Donc, je ne sais pas si ça fonctionne ou non. Oui? OK. Voilà, là, je l'entends. OK. Donc, moi, je veux parler un peu le lien entre les connaissances traditionnelles des Autochtones puis l'économie autochtone. Donc, le développement économique des communautés puis les nations autochtones. Puis, on entend parler beaucoup de ça dernièrement parce que les communautés autochtones ont réussi de faire quelque chose que les experts, puis le gouvernement, puis tous ces gens-là ont dit que c'était impossible à faire. Et ça, c'est
de créer une économie qui est très, très forte, très solide, puis ça a eu une croissance vraiment phénoménale dans les dernières 10-15 ans. Donc, si on regarde en 2011, on était là, on parle de juste l'économie autochtone, là, dans les communautés autochtones, par les gens autochtones. On était à 32 milliards de dollars que les communautés autochtones a ajouté à l'économie canadienne. Juste 5 ans plus tard, on était rendu en tout cas, ça a doublé. Puis là, on est proche à être à 100 milliards de dollars. Donc, c'est pas rien. C'est quand même, si tu penses à les obstacles que les communautés autochtones auxquels ils font face chaque jour, si on pense à tous les autres problèmes il faut résoudre, si on pense à l'encadrement gouvernemental où il faut vraiment qu'ils sont capables de sortir de là pour faire ce qu'ils veulent faire, parce que ce n'est pas facile. Si tu penses à tout ça, c'est quand même extraordinaire. Puis aussi, si tu penses à la population, le pourcentage qui est autochtone au Canada par rapport à le mainstream, si on peut appeler ça comme ça. Aussi, si tu penses au fait que le gouvernement fédéral, le budget qu'ils ont pour les activités autochtones, on parle de le budget global pour tous les programmes sociaux, tout, il y a juste 2% de ce budget-là qui va le développement économique. Donc, imaginez-vous, si on avait un peu plus de ce budget-là qui allait pour les activités de développement économique, qu'est-ce que les communautés auraient pu faire? Il y a deux choses qui ressortent aussi quand on regarde les chiffres par rapport à l'économie, les connaissances traditionnelles, puis les nations autochtones au Canada. Un, c'est le fait que plusieurs experts autochtones et les personnes qui ne sont pas autochtones, que le Bank of Canada, puis tous ces gens-là, ils disent tout le temps que le futur économique du Canada, ça dépend énormément sur les activités économiques des peuples autochtones, surtout dans l'Ouest puis le Nord. Évidemment partout, mais là, si on parle de Manitoba, juste au Colombie-Britannique, puis tout le Grand Nord, le développement économique de tout ça, vraiment, ça dépend sur le développement économique des communautés autochtones. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que les communautés autochtones, majoritairement, merci. 3 semaines en Angleterre, ça souffre le français. C'est que la population de ces communautés autochtones qui ont 25 ans ou moins, c'est à peu près 43-44%. Donc, on parle d'une population jeune, une population qui veut embarquer dans des activités économiques, qui veut avoir un style de vie, une vie qui est pas mal plus sécuritaire de ce que leurs parents, leurs grands-parents ont connu par rapport au niveau économique. Là, on parle. Et si on compare ça avec les statistiques pour le Canada, et c'est la population en bas de 25 ans, c'est à peu près 25-26%. Donc, c'est quasiment doublé dans les communautés autochtones. Donc, il y a énormément de jeunes qui sont là et sont prêts à faire toutes sortes de choses incroyables. Là, la question qui ressort de cette statistique-là, c'est mais comment on fait pour donner les outils à ces jeunes-là pour vraiment avancer l'économie autochtone, même plus de ce que c'était déjà fait? Parce que, évidemment, l'intérêt est là, mais il faut avoir aussi les outils pour le faire. Et comment puis ça revient tout le temps, l'éducation. On sait que l'éducation, comme c'était fait auparavant, ça ne fonctionne pas. Le taux de décrochage,
OK. Les jeunes qui quittent l'école est très élevé dans les populations autochtones. D'ailleurs, c'est très élevé dans beaucoup des populations qui sont, comment on peut dire ça, qui sont pas la population mainstream. On voit les mêmes statistiques par rapport à les African Americans aux États-Unis. On voit certaines statistiques qui ressortent dans certaines populations par rapport à l'éducation. Puis finalement, il y a comme une idée qui est venue de je ne sais pas où, je dirais les communautés, puis pas les commissions scolaires, qui disent, mais pourquoi on ne fait pas une éducation, un système d'éducation pour les enfants dans les communautés qui est basé sur les connaissances traditionnelles? Puis pas sur, à 5 ans, il faut absolument, c'est comment tenir un crayon puis faire au moins ton nom. À 7 ans, il faut que tu es capable d'écrire une phrase. À 8 ans, il faut que tu es capable de... Puis là, les enfants sont là, puis ils sont comme pris à leur... en train de faire ça, même si l'intérêt n'est pas là, puis, en toute réalité, la capacité n'est pas là. Pas parce qu'ils sont autochtones, mais parce que ce sont des enfants. Les enfants, en général, ne sont pas supposés de faire ça à cet âge-là, en général. Donc, puis ça, c'est quelque chose qui m'a intéressé énormément parce que moi, mes enfants, ils ne vont pas à l'école. Je ne veux rien savoir que mes enfants vont à l'école. Il n'y a personne qui va me forcer d'envoyer mes enfants à l'école. Je vais changer de pays si je suis obligée. Je sens vraiment aussi fort pour ça. Donc, quand j'ai vu qu'ils ont commencé de faire ça, j'ai dit, mais là, félicitations. Parce que, puis là, on voit la différence. On voit le fait qu'il y a des enfants qui commencent à écrire à 10 ans, à 12 ans, et sais-tu quoi? Ça fait aucune différence parce que par le temps qu'ils rentrent à l'université, tu ne vois aucune différence entre les enfants qui étaient capables de faire leur alphabet à 5 ans, puis eux qui étaient capables de faire leur alphabet à 10, 11, 12 ans. Et c'est une éducation qui est basée beaucoup sur être dehors, sur de faire partie de qu'est-ce qui se passe dans la nature. Donc, au lieu de faire la biologie, puis là, tu es là, puis tu commences avec les livres, ils vont sortir, puis ils vont aller voir le Salmon Run. Puis là, on fait la biologie à côté du rivière en regardant les saumons qui font le Salmon Run, etc. Puis on explique comment... Là, c'est comme les enfants, ils sont capables de prendre ces connaissances puis les garder, si tu veux. Donc, quand ils ferment le livre, c'est pas comme la connaissance part aussi, qui est le cas suivant avec le système d'éducation normal. Les statistiques sont incroyables là-dessus par rapport à les communautés autochtones, puis la façon que les étudiants sont capables de rester à l'école plus longtemps, d'être diplômés, puis de garder les connaissances, puis en même temps, être plus ouvert à d'autres types de connaissances, ça veut dire lire, écrire, etc., parce que l'accent n'est pas sur les choses qu'ils n'aiment pas. C'est comme une chose à part, qui est parallèle aux choses qu'ils aiment. L'accent, c'est sur les choses que n'importe quel enfant aimerait avoir. Pourquoi ça, c'est important? C'est parce que... pour avoir, en tout cas, juste au cas où je n'ai pas assez de temps, je veux juste vous dire que la conclusion est que l'économie autochtone ne peut pas réussir s'il n'y a pas un accent qui est mis sur les connaissances traditionnelles des Autochtones. Il faut que ça soit basé sur ça. Pour que ce soit basé sur ça, il faut que ça commence avec les jeunes, dans l'école, pour que ça devienne une partie de leur vie. C'est difficile d'avoir une vie à l'école où on passe 8-9 heures de notre jour, puis une autre vie à l'extérieur de l'école. C'est très difficile, surtout pour les enfants, d'être capable d'équilibrer les deux. Puis c'est très difficile, une fois qu'on est rendu adulte, de retourner puis de dire « Oh, j'aurais dû aimer apprendre ça, mais ça aurait été fun si je l'avais appris quand j'étais jeune. » Bon, donc ça se fait un peu partout au Canada, puis ça commence ailleurs
on le voit très souvent dans l'Amérique latine, on commence à le voir en Afrique, on commence à le voir avec les communautés Sami en Scandinavie. Donc ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Au niveau de qu'est-ce que les connaissances traditionnelles, d'une façon très pratique, ajoutent à l'économie, mais c'est énorme. Parce que si on voit qu'est-ce que les connaissances traditionnelles des Autochtones ont ajouté à l'économie des peuples non autochtones, si tout ça s'était pris ou s'était donné ou s'était partagé par les peuples autochtones, on parlait d'un monde complètement différent. Il y a toutes sortes de gens qui vont dire que la connaissance traditionnelle des Autochtones ne vaut pas grand-chose au bout de la ligne, c'est de old wives' tale, etc., etc. Puis là, ils vont tourner de bord, puis ils vont prendre un brevet sur quelque chose qui est carrément la connaissance traditionnelle des Autochtones. Ils vont baser leur œuvre sur les œuvres qui sont carrément autochtones, mais ils vont faire toutes sortes d'argent là-dessus. Mais c'est comme, une fois qu'on a eu un brevet là-dessus, ça, c'est scientifique. Ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre sur le marché. Si on n'a pas un brevet là-dessus, mais ça, c'est juste common knowledge qui marche pas pour moi. Parce que au bout de la ligne, c'est très difficile de séparer les deux si on est très honnête par rapport à comment ça fonctionne. C'est vrai que pour avoir un brevet, tu devrais probablement prendre une molécule d'une plante, puis prendre cette molécule-là, puis faire un médicament avec. Ça, c'est très facile d'avoir pas très facile, mais assez facile d'avoir un brevet là-dessus. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Pour avoir cette molécule, il faut les essais. Il faut énormément des essais. Tu peux pas... Si tu juste commences à marcher, là, puis tu dis, je vais prendre ça, puis je vais espérer qu'il y a une molécule là-dedans qui va qui est capable de guérir des maux de tête. Tu vas être là pour longtemps, très longtemps, parce qu'il y en a des plantes, puis il y en a des molécules, puis il faut faire des essais, puis ça coûte énormément cher. Si tu vas à quelqu'un puis tu dis, écoute, quand tu as mal de tête, là, tu fais quoi? Puis la personne a dit, mais on prend ça, puis on mélange avec ça, puis on fait un thé. Bon. Tu prends ça, tu prends cette affaire, tu testes juste ces deux affaires-là, tu sors les molécules que tu as besoin, tu fais ton pilule, puis voilà. Ça vient de sauver des millions de dollars, juste sur les essais. Mais cette connaissance-là, les gens disent, mais ça n'a pas de valeur. Mais oui, ça a de valeur. Ça vient de te sauver des millions de dollars. Donc, pourquoi ces gens-là ne peuvent pas avoir un parti de ce prix que tu as payé pour faire des essais juste au hasard? Ça, c'est une chose. La deuxième chose, et il faut vraiment repenser les brevets, etc., parce que on a cette idée qu'il faut que ça fonctionne une certaine affaire. Puis là, quelqu'un va dire, ouais, je t'avais dit que tu prends cette plante-là, puis tu prends ça, tu fais un mélange, tu prends un thé, puis ça devrait marcher. Mais tu retournes, puis tu me dis, ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas parce que tu n'as pas chanté. Puis là, la personne va te regarder et dire, voyons donc, comment ça, je n'ai pas chanté? Il dit, le truc pharmaceutique, si tu veux, dans la plante, ça ne s'active pas si tu ne chantes pas d'une telle façon. Puis ils ont fait des essais. Puis il y a quelque chose dans la chante qui fait en sorte que ça active des hormones ou une certaine chimie dans le corps de la personne qui fait en sorte que ça active les molécules dans la plante, qui fait en sorte que ça marche. Donc, ton pilule-là, ça ne marche pas s'il n'y a pas quelqu'un qui fait une chante d'une certaine façon. Donc, dis-moi pas que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne, c'est juste que tu ne l'as pas fait comme supposé. Donc, tout ça pour dire que on ne peut pas baser, on peut pas prendre les définitions puis la façon de regarder ou de voir les connaissances
traditionnelles, des scientifiques, des fonctionnaires, même les juristes, ça me fait mal de dire ça, même les juristes, puis dire, mais c'est ça les connaissances traditionnelles. Les communautés autochtones devraient donner une définition à leurs connaissances traditionnelles qui fonctionnent avec la façon que les connaissances traditionnelles fonctionnent dans leur communauté pour de vrai, le rôle que ces connaissances ont, puis qu'est-ce qu'ils veulent pour l'avenir. Parce que l'avenir, si tu veux pas qu'il y ait une économie qui est basée tellement sur les ressources naturelles, puis les choses comme ça, qui est pas nécessairement la meilleure chose pour les communautés, mais ça va être basé sur ces connaissances traditionnelles qui ont une valeur énorme, mais il faut être capable d'insister sur certains aspects des connaissances traditionnelles que le reste du monde ignore. Parce que c'est ça qui fait la différence entre dire ça fonctionne ou ça fonctionne pas au niveau scientifique et le rôle que ça peut jouer si on enlève les paramètres scientifiques, puis les paramètres juridiques, puis les paramètres gouvernement qu'on mette pour encadrer ces connaissances, puis les mettre dans les petites boîtes, parce qu'il faut qu'on les catégorise d'une façon ou d'une autre. Si quelque chose ne peut pas se faire catégoriser de la façon que quelqu'un essaie d'imposer aux communautés, mais les communautés devraient dire non, on ne l'accepte pas. C'est tout. Merci à nos 3 panélistes. Alors, le micro est maintenant ouvert pour la salle. Je vous demanderai d'avoir des questions courtes, précises, s'il vous plaît. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Alors, voilà, je suis ethnomusicologue. Il y a 10 ans, je faisais mon postdoctorat sur les appropriations culturelles avant que ça devienne un sujet beaucoup plus brûlant. Et j'ai travaillé principalement sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. En allant faire des enregistrements musicaux, moi j'ai travaillé à l'île Rodrigue, à un moment donné, il fallait savoir tel chant appartenait à qui, parce qu'on avait ce désir d'un retour. Et c'était très difficile d'attribuer les propriétés de tel ou tel chant, parce que plusieurs personnes se considéraient comme étant l'auteur, hein, parce qu'il suffisait d'avoir changé un mot dans un chant ou d'avoir changé une phrase musicale pour s'approprier ce chant et se déclarer propriétaire. Ce que j'ai trouvé difficile, ce qui m'interpellait dans les discours internationaux, c'est-à-dire de l'UNESCO, dans les écrits, dans les documents de l'UNESCO, de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, et ce que vous avez dit, il mettait de l'avant l'idée que ce qui est traditionnel était détenu collectivement. Vous l'avez dit. Et en fait, ce que les recherches démontrent, c'est que toutes les sociétés dans le monde ont des modes, des règles de transmission des savoirs qui ne sont pas collectives. Des objets, des artefacts, des symboles, des chants appartiennent à des individus, à des familles, à des clans, à des villages, mais tout le monde ne peut pas en disposer. Et qu'une communauté ou qu'une société, donc qu'on octroie des droits de propriété collective à des États africains sur leur patrimoine ou à des communautés sur leur patrimoine, peut aussi aller à l'encontre de ces modalités de transfert de savoir qui, au fond, étaient... et ça peut être un projet politique absolument valable, qu'une société décide de collectiviser ses savoirs. Mais je trouvais que la question des appropriations culturelles se posait sur une dimension qu'on connaissait très peu en tant que chercheur, c'est-à-dire la propriété individuelle ou limitée qui existe donc dans les sociétés qu'on dit traditionnelles. Et donc, il n'existe pas une société occidentale basée sur une propriété privée, individuelle, et une espèce de société traditionnelle, un petit peu une espèce de vue de l'esprit où tout serait collectif. Donc voilà, moi, c'était ma préoccupation en tant que chercheur. Je sais qu'ici, aujourd'hui, on est plus dans des modes de trouver des solutions pour protéger, et je le comprends très bien,
Mais moi, je restais avec cette idée-là cette idée que le savoir est collectif, ça continue de coincer dans mon esprit. Voilà, c'était comme plus un commentaire. Et alors, je vous laisse. J'avoue que moi, je ne vois pas nécessairement une contradiction. En tout cas, ma conception de collectif, c'est clairement pas que ce soit l'État, par exemple un État africain qui aurait la propriété de savoir. Là, dans mon expérience personnelle, donc avec les communautés avec lesquelles je travaille, effectivement, ça va être davantage collectif dans le sens d'une famille, ou à la rigueur de toute la communauté, mais bon, c'est quand même assez rare que c'est vraiment toute la communauté, mais c'est certainement pas un niveau collectif supérieur qui serait l'État. C'est sûr que dans les négociations internationales, notamment si on regarde au niveau de la Convention sur la biodiversité ou du protocole de Nagoya, c'est très étatique parce que la nature même des conventions internationales, c'est entre États. Et les communautés autochtones qui participaient à ces négociations-là s'opposaient à l'idée que c'était, admettons, l'État du Brésil qui allait être propriétaire de certains savoirs qui allaient être associés à des ressources génétiques, par exemple. Ils disaient, ben non, c'est notre communauté. Donc, je ne suis pas sûre s'il y a vraiment une contradiction. En tout cas, moi, j'ai l'impression que collectif, ça peut être à un niveau beaucoup plus micro. Mais j'opposais collectif micro à individuel. Que ce n'est pas une personne, admettons, et ça peut arriver, là, une personne qui va décider de transmettre certains savoirs, que ce soit au niveau culturel, admettons des chansons, à un artiste. Moi, je sais que quand j'étais étudiante à la clinique juridique du Centre d'amitié autochtone, ça avait eu lieu. Là. Finalement, c'était certaines personnes qui avaient transmis du savoir et la communauté n'était pas, une communauté inuite, là, était choquée finalement par ce qui s'était passé. Mais donc, en tout cas, pour moi, le collectif, ça voulait dire, et peut-être c'est une bonne clarification, là, c'est un collectif micro, donc au niveau de la famille, au niveau peut-être du clan, donc plus un regroupement de famille, ou de la communauté. Admettons, moi je travaille beaucoup avec les CRI, ce serait la communauté locale et non, puis là parfois il y a une tension là, entre le gouvernement régional, c'est tous les CRI finalement versus une communauté, puis parfois le savoir. En tout cas, ça peut créer un peu des tensions, mais c'est certainement pas un niveau plus élevé qui serait étatique de tout l'État, que ce soit québécois ou canadien, par exemple. Oui, deux mots, c'est-à-dire que au fond, ce qu'on cherche, ce sont des stratégies pour faire en sorte que, par hypothèse, enfin, c'est ce qui est désiré, qu'un totem qui, en principe, est dans le domaine public parce que fait depuis plus que 50 ans, enfin, le dernier auteur est décédé depuis plus que 50 ans, puisse revenir dans une espèce de giron de propriété. En résumé, c'est ça le défi. Il est dans le domaine public et on veut le ramener. Alors, à partir de là, ce ne sont que des stratégies pour y arriver. Alors, et je pense, puis la question est intéressante pour ça, en fait, je pense d'abord que le droit d'auteur a été pensé sur une base individuelle. Ça, pour moi, c'est assez clair. En tout cas, les droits sont donnés à des individus. Ça fait qu'à partir de là, il faut penser à un autre modèle. Mais l'intervention est intéressante parce que oui, on a tendance à faire des raccourcis intellectuels. Oui, on a besoin des anthropologues pour mieux comprendre. Et le défi pour moi, c'est de trouver des interlocuteurs qui vont nous dire, dans le cas du totem, par hypothèse, il faut penser que celui-ci appartiendrait peut-être à telle communauté de telle façon. Ça, pour moi, c'est évident. Mais ça se fait dans un deuxième temps, une fois qu'il y aura une volonté politique de dire on va remettre de la propriété là où il n'y en a plus. Et c'est là qu'il y a un enjeu, à mon avis, majeur. Une fois que tout le monde ensemble sera arrivé à cette étape-là, oui, il y aura l'autre question qui va se poser, puis là, on pourra faire les nuances, mais on est, je pense, encore très loin de dire qu'on est prêt, en tout cas au Canada, à remettre ce qui est dans le domaine public, à lui donner une forme de propriété quelconque. Il me semble, en tout cas. Mais l'intervention est certainement pertinente. Bonjour, je m'appelle Woody Larivière. Ma question serait peut-être pour Mme Patterson. Je me demanderais qu'est-ce que vous pensez de l'avenue d'utiliser les tribunaux de droit de la personne pour dénoncer certaines situations, par exemple les cas de logos d'équipes sportives qui sont considérées comme offensantes. On a vu qu'il y a quand même eu certains cas où est-ce que il y a eu des plaintes devant certains tribunaux des droits de la personne. Je me demandais si vous aviez un avis par rapport à cette avenue-là. Merci. Il y aurait peut-être... J'essaie de penser à des exemples concrets où ça aurait fonctionné.
j'avoue que j'en vois pas, mais bon, il pourrait y avoir des arguments qui pourraient être faits. C'est sûr que c'est quand même limité le nombre de critères finalement sur lesquels on peut se baser. Les droits plus culturels sont... il faudrait vraiment le rattacher à finalement un des droits civils et politiques qui sont ceux qui sont davantage justiciables. Donc, par exemple, droit à la vie. Il y a certaines interprétations qui ont été faites, notamment par la Commission interaméricaine des droits de l'homme, à Washington, que par exemple le droit à la propriété inclut la propriété culturelle finalement, donc le droit de conserver sa propriété, et que ça inclut l'aspect plus culturel plutôt que matériel de la propriété. Au Québec, par contre, ou au Canada, au niveau des recours qui peuvent avoir lieu avec la loi canadienne, j'avoue que je pense pas à des exemples concrets. Ça serait peut-être davantage au niveau des droits ancestraux, mais je pense pas que c'est impossible. C'est juste que j'avoue que je sais pas si Georges ouais. Mais c'est ça, en fait, malheureusement, ce qui se passe, et moi je m'intéresse beaucoup à ces questions-là, mais c'est qu'il n'y a pas... je pense que les communautés, finalement, sont tellement submergées de tellement de problèmes comme très, très concrets, et l'aspect plus territorial ou juste au niveau du logement, de la santé, etc., ça prend un peu toute la place, et donc il y a moins de recours qui sont intentés d'un point de vue plus culturel. Au niveau des droits ancestraux, donc l'article 35 là, de la loi canadienne constitutionnelle, c'est certain que ça a été reconnu, que ce n'est pas juste, par exemple, un droit de pêche qui va être protégé, mais c'est toute la transmission de la culture qui est associée, qui est aussi protégée. Donc c'est sûr que c'est reconnu, mais il n'y a pas eu, à ma connaissance, beaucoup de recours spécifiquement sur la question plus culturelle. Je vais faire ça super rapide. La question du droit d'auteur, pour moi, c'est une perspective colonisatrice. C'est vraiment pour protéger la personne. Puis quand on parle d'un droit culturel autochtone, c'est un droit collectif. Puis on n'a même pas adressé l'idée du protocole culturel, qui est ancré dans les droits héréditaires et les droits territoriaux. C'est de regarder la vision du monde autochtone avec une lentille culturelle plutôt que d'essayer de faire rentrer le carré dans le cercle. Et moi, je dis toujours, you got to step outside the box to enter the circle. La vision du monde autochtone, le sentiment d'appartenance, oui, pour un objet manufacturé, oui, ça, c'est à moi, là. Mais la terre, c'est pas à moi. Le narratif de Tchakapesh, qui est l'origine du monde des Inuits, ne m'appartient pas. Si moi, je veux faire une pièce de théâtre sur Tchakapesh, je n'ai pas le droit de prendre ce narratif-là, puis partir avec, puis faire une pièce de théâtre, puis me l'approprier, même si je suis Inuit. Je ne parle pas Inuit là, mais chez les Inuits, l'histoire de Sedna, elle appartient à la communauté, puis les protocoles culturels, c'est comment agir quand tu rentres sur le territoire à qui appartient l'histoire. Puis je veux juste souligner que Norval Morisseau, dans 50 ans, là, son contenu, il appartient encore à la communauté Ojibwe, parce que c'est une personnification d'un narratif oral qui date de 20 000 ans. C'est pas un objet. C'est une codification d'un savoir ancestral qui est partagé pour justement montrer aux institutions que les Autochtones ont une histoire de l'art, puis elle n'a pas 150 ans, elle a 12 000 ans. C'était ça, son action derrière le Woodland. Il faut sortir de la lentille, modernité, colonisation, ça c'est à moi, puis de regarder la vision du monde autochtone pour être en mesure d'appliquer la loi sur la Déclaration des Nations unies qui a été mise en place pour une raison importante, à cause du génocide des Premières Nations planétaires. Regardons ça comme un encadrement pour faire un avancement, pour faire la protection de la propriété intellectuelle et culturelle et communautaire. C'est tout.
Juste un commentaire là-dessus. Tu as exactement raison, évidemment. Puis on peut pousser la loi plus loin qu'on est en train de faire présentement. Je vais reprendre le totem pour une seconde, là, parce que ça m'a dérangé, cet exemple-là. Puis je me suis dit, ben comment ça, Champagne est capable de Champagne peut se faire juste en Champagne en France, puis si tu fais du Champagne ailleurs, il faut que tu l'appelles sparkling wine. Donc, bon, si on n'est pas capable d'arrêter la création de totems ailleurs, au moins, au minimum, on ne les appelle pas des totems. On peut appeler quelque chose d'autre. Tu sais, il y a des petites étapes qu'on est capable de quand même, comme juriste, à faire pour pousser l'enveloppe un petit peu. Je trouve assez souvent, on est là, puis on dit, ben, la loi, c'est la loi, puis on ne peut rien faire. Mais je pense qu'on peut quand même pousser un peu l'enveloppe sur plusieurs aspects, en même temps, faire des arguments que ce modèle d'appropriation ou de la protection de la propriété intellectuelle, évidemment, ne fonctionne pas pour les communautés autochtones. Pas du tout. Donc, d'essayer de les forcer d'entrer là-dedans, ça n'a aucun bon sens. Mais aussi, ça ne fonctionne pas pour nous non plus. Ce n'est pas un bon système pour personne. Donc, c'est comme, quelque part, tu sais, on est capable de faire toutes sortes d'arguments, mais là, le système est là, on ne peut pas s'en sortir tout de suite. On peut quand même pousser certaines choses. Mais en même temps, il ne faut pas comme lâcher l'idée que ce n'est pas un bon système en général, est vraiment pas bon pour les peuples autochtones. Donc, il faut vraiment arrêter d'essayer de vendre ça comme quelque chose qui peut protéger la connaissance traditionnelle des Autochtones, parce que dans n'importe quel aspect, ça ne peut pas fonctionner. Au niveau monétaire, des brevets, les communautés autochtones ne peuvent jamais défendre un brevet dans le cours. On parle des milliards de dollars des fois. Et au niveau pratique, ça ne marche pas, mais au niveau culturel, social, etc., ça ne fonctionne pas non plus. Mais il y a quand même des choses qu'on peut faire présentement, comme j'ai dit, pour être capable de donner un petit peu plus de pouvoir dans les communautés autochtones face à la propriété intellectuelle. Moi, juste un petit mot, 30 secondes. Je suis d'accord avec tout ça. C'est-à-dire que, pour moi, j'ai dit au départ, le droit est une construction sociale, une construction des dominants. Je veux dire, c'est assez clair. Mais la question qui se pose maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait? C'est pour ça que je disais, ce ne sont que des stratégies. On fait comment pour faire en sorte que le totem peut être protégé alors que ça ne rentre pas dans les catégories juridiques? Et c'est là que la réflexion doit se faire. Oui, tout à fait, mais l'étape suivante, c'est celle-là. Je pense que oui, exactement. Il faut mobiliser les bonnes personnes. Non, mais ça pourrait aussi passer par le droit, là. Non, mais on pourrait avoir une loi comme... Les protocoles culturels, ça aiderait beaucoup à ouvrir les portes. Oui. En tout cas, moi je trouve ça un peu quand même désolant que le Canada n'ait rien, finalement, alors que l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Panama, le Pérou, en tout cas, des pays qui ont des communautés autochtones importantes ont des lois en place. Ce n'est pas parfait, ça c'est sûr, mais c'est quand même un début. Alors que nous, rien. Et au niveau international, sérieusement, juste la semaine passée, il y avait une réunion de l'OMPI. Le Canada a encore soutenu les États-Unis. Ils sont ensemble, là, ils ont déposé un document en fait pour empêcher le développement d'un instrument international qui serait obligatoire, un traité, pour que dans les demandes de brevets, s'il y a une origine de savoir traditionnel, que ça soit déclaré et que finalement celui qui demande le brevet, ce serait au niveau international, et à indiquer si le consentement de la communauté a été obtenu, s'il y a finalement des conditions qui ont été mises par les communautés. Le Canada oppose ça. Oui. Et chaque fois, à toutes les réunions, et puis c'est les fonctionnaires. Puis je pense que c'est la question un peu du gouvernement versus les fonctionnaires. Puis les fonctionnaires de ces Affaires mondiales Canada, ceux qui sont dans la division propriété intellectuelle, c'est eux qui poussent toujours parce qu'ils disent que c'est contre l'innovation, que ça va empêcher l'innovation. S'il y a tous ces problèmes-là, de devoir divulguer. Donc, en tout cas, tout ça pour dire que, à mon avis, oui, il devrait y avoir des changements. Je suis d'accord que le droit
n'est pas la solution pour tout, mais il pourrait y avoir des modifications législatives, que ce soit au niveau du droit d'auteur, au niveau des brevets ou au niveau d'une loi sui generis vraiment spécifique pour protéger finalement la culture autochtone. Et on ne le fait pas. Donc, en tout cas, je pense qu'il y aurait encore du progrès à faire. Merci à toutes pour vos questions, pour vos commentaires. Merci aux panélistes. Je cède tout de suite la parole à Monsieur Robert Lanary. Merci. Deux fois. Bon, juste un mot de l'organisation. Alors là, c'est l'heure du lunch. On devrait reprendre à 13h30 les ateliers. Deux ateliers. Le premier sur le savoir avec Laurent Géron comme animateur dans la salle voisine. Le deuxième atelier dans cette salle ici, Arts et création, avec Jean-Philippe Uzel à 1h30. Ça va aller jusqu'à 4h30, 1h, pause café, 1h, et deux autres ateliers à 14h45. Mode et design avec Edith Anne Pajot dans la salle ici. Donc 1 et 3 ici, et j'ai fait un père dans cette salle. Et le quatrième, tourisme et patrimoine avec Nicolas Hood. Et par après, nous irons en plénière, après ces 4. Pardon? L'atelier 4, c'est à côté. Pardon? Le dîner, oui, le dîner, c'est l'autre côté, pour ceux qui ont des billets. Puis ceux qui veulent en avoir, il y a encore des billets disponibles. Ceux qui veulent dîner. Bonjour.